final du film Le Mans 66 était probablement un des morceaux de cinéma les plus palpitants qu'on ait eu en 2019. Le film trouve donc son climax dans cette fameuse course des 24 heures du Mans de 1966. Et là où on pourrait résumer bêtement les enjeux d'un film sur une course à est-ce que le héros va gagner ou pas, Le Mans 66 va aller bien au-delà de ça. Et c'est ce que je vais vous présenter dans cette vidéo. Donc attention, c'est une vidéo spoiler sur le film Le Mans 66 ou Le Mans v Ferrari en VO. Donc si vous ne l'avez pas vu, vous êtes prévenus, je vais spoiler. Donc là on va parler un peu dramaturgie. Tout le long, Le Mans 66 va installer énormément de conflits. Et ces conflits vont demander à être résolus. Et pour résoudre tous ces conflits, ils vont donc utiliser ce qu'est le cœur du film, cette course qui finalement est le climax de l'histoire. Donc voilà les conflits que le film présente. Est-ce que Ford va battre Ferrari? Est-ce que Miles va gagner cette course? Est-ce que Shelby va réussir à imposer son style ou va se laisser dominer par le marketing étant incarné par ce personnage de Léo? Et le dernier conflit, c'est est-ce que la voiture va tenir le coup? Et ce qui est intéressant, c'est que le film est basé sur une course ayant vraiment eu lieu. Et pourtant, il va s'arranger avec la réalité pour justement raconter ce qui l'intéresse. Et ce que je trouve vraiment magistral, c'est que le film va réussir à résoudre tous ces conflits un par un, tout en réussissant à maintenir un suspense jusqu'à la fin de la course. Tout aurait pu être condensé dans un ultime finish, comme c'est d'ailleurs souvent le cas dans les films de course, où c'est au moment où la ligne d'arrivée est franchie que tout se débloque. Mais le problème, c'est que là, pour le coup, ce serait s'éloigner beaucoup trop de la réalité, et en fait, ce serait surtout oublier ce qui compte vraiment au final. Car ce qui compte vraiment ne se résume pas à une victoire dans une course. Et ça, on va le découvrir plus tard. Le premier conflit du film, et le conflit le plus général, c'est celui du titre original, Ford v Ferrari. D'ailleurs, c'est plutôt cocasse ce titre, parce que le film vend finalement la mèche sur le déroulé de la course. Bon, les Américains doivent connaître cette histoire, parce que c'est une histoire vraie et que ça concerne leur histoire de sport automobile, mais le film aurait pu s'appeler Ford vs Ferrari, et il s'appelle Ford v Ferrari, ce qui veut dire Ford victoire sur Ferrari. Voilà, donc déjà c'est un spoil le titre, pour ceux qui connaîtraient pas ce qui s'est réellement passé. Et donc comment va être réglé cette espèce de duel entre les deux constructeurs, qui est un peu, voilà, le corps du film. Et un peu avant la fin de la course, il va être réglé durant cette ligne droite. Cette longue ligne droite où Miles va pousser sa voiture au bout de ses limites, provoquant donc un duel avec le coureur Ferrari, ce qui aboutira à l'explosion de la voiture Ferrari, et donc à la victoire de Ford sur Ferrari. Donc voilà, la course n'est pas encore finie, que Ferrari est déjà hors piste et que Miles est sûr de gagner. Et donc à partir de là, comment on conserve de l'intérêt pour la fin de la course? Et justement en utilisant le reste de la course pour résoudre les conflits, ou plutôt en utilisant les conflits qui nous restent pour rythmer le reste de la course. Donc le film va réanimer ce fameux conflit entre Shelby et Léo. Cette fameuse opposition séculaire entre les exécutives en costard-cravate qui dirigent de leur bureau et les hommes de terrain qui, eux, savent de quoi ils parlent. J'en profite au passage pour souligner, même si tout le monde l'a dit, que ceci est clairement une métaphore de l'industrie hollywoodienne. Une industrie où les artistes doivent lutter contre les décisions insensées des conseils d'administration assujettis au marketing et aux financiers, donc des gens qui ne connaissent rien à l'art, et donc au cinéma, ou dans le cadre du film, à la course automobile. Et donc ce conflit est réanimé par la proposition de Léo de faire terminer les 3 voitures Ford, qui sont à l'heure actuelle première, deuxième et troisième de la course, de les faire terminer en même temps, en tout cas de leur faire franchir la ligne d'arrivée ensemble. Ce qui donc va provoquer une image forte et donc asseoir la victoire totale de Ford sur cette course. Donc on est clairement dans une idée marketing. Le problème, c'est que ça implique que Miles devra ralentir drastiquement et amoindrir la splendeur de sa course pour terminer au même niveau que les autres. Ça implique donc d'amoindrir la performance sportive, simplement pour l'image marketing que ça renverra. Et donc là, le suspense n'est plus sur la victoire de Ford, mais sur ce problème-là. Shelby va-t-il réussir à convaincre Miles de jouer le jeu? Et Miles va-t-il accepter? Va-t-il enfin courber l'échine face aux décisions marketing qu'il a toujours refusé d'accepter depuis le début du film? Ou va-t-il continuer à faire un peu sa tête brûlée pour obtenir une victoire extraordinaire? Un nouveau suspense est installé. Et le film va d'ailleurs nous fourvoyer un peu là-dessus au départ. Il nous fourvoie par le fait que la première chose que fait Miles, c'est d'accélérer à fond. Donc on pense qu'il refuse, mais en fait on va rapidement comprendre que Miles voulait juste effectuer le tour parfait. Un tour parfait qui lui permet donc de battre son propre record. Et en faisant ce tour parfait, il a prouvé qu'il était donc le meilleur, ce qui lui permet de lever le pied et de jouer pour la première fois le jeu de l'écurie. Ce qu'on lui reprochait évidemment de ne pas faire depuis le début du film. Et donc les 3 voitures franchissent la ligne d'arrivée ensemble. Et donc là on pourrait se dire, c'est fini. Mais il y a un dernier événement qui vient relancer la situation. Miles est finalement déclaré deuxième à cause d'une règle à laquelle Shelby n'avait pas vraiment fait attention. Parce que Miles a certes fini premier, mais la voiture de McLaren qui était juste derrière lui, finalement était très proche, et il y avait un écart de temps qui s'était fait un moment dans la course, qui fait que, en fait, il est deuxième. Et donc il perd en fait. Mais perd-il vraiment? Le film nous a quand même offert sa vraie victoire avec son tour parfait juste avant, mais surtout, il y a ce petit moment. Ce moment où Enzo Ferrari félicite Miles considérant que c'est lui le vainqueur. Là où Henry Ford, lui,
il est en train de célébrer la victoire de McLaren, le coureur qui a gagné sans aucun mérite car il n'a pas été le meilleur coureur. Et c'est ça ce qui compte vraiment au final. Ce regard, c'est la victoire. La victoire, c'est la reconnaissance du vrai artiste du sport automobile, et non pas la victoire usurpée applaudie par un industriel pour qui le sport n'est finalement qu'une idée marketing. Mais pour aboutir à cette réflexion, pour que ce moment soit possible, il a fallu vraiment construire un enchevêtrement d'enjeux successifs. Mais surtout, il a fallu s'arranger avec la réalité. Car oui, dans la réalité, cette fameuse arrivée avec les 3 voitures ensemble a vraiment eu lieu, évidemment. Donc si tu adaptes un film sur la course de 1996, t'es obligé de terminer avec ça. Mais dans la réalité, Miles n'a pas perdu à cause de cette règle où il a finalement eu du retard, mais il avait quand même fini premier. Non, dans la réalité, le deuxième coureur, McLaren, au moment de franchir la ligne d'arrivée, il n'a pas réussi à résister, il a appuyé sur le champignon, et il a finalement dépassé Miles, il a donc fini premier, c'est comme ça qu'il a gagné la course. Et moi, ce qui me fascine, en fait, c'est pourquoi ils ont décidé de changer ça dans le film. Pourquoi avoir délibérément décidé de modifier un acte important du personnage de McLaren? Et pourquoi avoir trouvé cette espèce d'histoire de pénalité pour quand même faire perdre Miles? On pourrait se dire, c'est étrange, parce que c'est vrai que, au final, voilà, il faisait gagner McLaren comme dans la réalité, et c'était pareil, non? Eh non, justement. Et c'est ça qui fait toute la différence. Car une fin comme celle de la réalité n'aurait pas fonctionné dans le film. Premièrement, le personnage de McLaren n'étant pas du tout développé, ils ne peuvent pas vraiment lui faire un geste aussi impactant pour le parcours du protagoniste. Vu qu'on ne connaît pas le personnage de McLaren, on ne comprendrait pas pourquoi il aurait fait ça, et ça nous aurait vraiment frustrés. Mais surtout, en fait, parce que c'est pas ce que le film raconte. Parce que le film, il raconte donc ce conflit entre les coureurs automobiles et les marketeux. Et dans le film, avec ce qu'ils ont fait, la défaite de Miles, elle ne retombe pas sur les bras de McLaren comme dans la réalité, mais elle retombe sur les bras de Leo. Parce que le film laisse sous-entendre que Leo était au courant que si Miles finissait la ligne en même temps que les 2 autres voitures, il ne finirait pas premier. Et donc, grâce à ça, Leo reste l'antagoniste du film. Et donc, ça préserve aussi l'intégrité de McLaren, donc l'intégrité des artistes, en tout cas des coureurs automobiles dans le film. Miles ne perd pas à cause d'un coup bas d'un autre coureur automobile, mais il perd bien à cause d'un énième coup de pute d'un gars du marketing. Et ça, en fait, c'est vraiment une réécriture qui est ultra habile. C'est comment on modifie un tout petit détail de la réalité pour réussir à l'orienter dans la direction que prend le film depuis le début, et offrir un tout cohérent qui a vraiment un sens total. Et en plus, la fin de la réalité nous priverait de cette espèce d'ascenseur émotionnel qui est qu'on pense que Miles gagne la course, puis finalement la perd avant de gagner la course dans le regard d'Enzo Ferrari. Donc on laisse le protagoniste finir la course en tête, pour justement lui ôter cette victoire. Et ceci va donc augmenter le sentiment d'injustice, mais surtout ça va accentuer la culpabilité de Leo, qui a finalement eu la peau de Miles qu'il ne peut pas saquer depuis le début du film. Et c'est ça un vrai travail d'adaptation sur un biopic. Faire un bon biopic, ce n'est pas seulement aligner les événements qui ont vraiment eu lieu sans qu'il y ait de lien entre eux, juste pour coller à la réalité. Mais justement, c'est faire des choix quitte à changer la réalité, pour que le propos du film se retrouve renforcé. Et grâce à ça, dans Le Mans 66, on charge en tension et en suspense les 20 dernières minutes du film, rendant cette course encore plus mémorable qu'elle ne l'était déjà. Et en fait, même si c'est pas nécessairement la vérité, c'est du pur cinéma. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à cliquer sur ce lien qui vous enverra sur une vidéo sur le film Get Out, qui elle aussi parle de pur cinéma.